Bonjour à tous et bienvenue dans la première partie de ce cours qui s'intitule Contrôle de qualité par dosage. Alors, dans ce cours, nous allons voir ce que sont des dosages par étalonnage, par spectrophotométrie et par conductimétrie. Et puis nous reviendrons en fin de cours sur la dilution. Les méthodes de dosage par étalonnage sont des méthodes qui sont fréquemment utilisées pour le contrôle de la pollution, notamment. Alors par exemple, déterminer la concentration des ions nitrates, ces ions nitrates qui sont responsables donc de la prolifération d'algues vertes dans les eaux, par exemple. Alors, dans un premier temps, nous allons voir ce que c'est que le dosage d'une solution. Donc, le dosage d'une solution, c'est tout simplement en fait déterminer la concentration d'une solution d'une certaine espèce, la concentration d'une certaine espèce dans la solution. Alors, le dosage par étalonnage, en fait, il va se faire en comparant une propriété de la solution à la même propriété sur une gamme étalon, c'est-à-dire des échantillons dont on connaît la concentration. Alors, un petit exemple, donc voilà une solution dont on veut déterminer la concentration. Eh bien, on va pouvoir la comparer à d'autres solutions contenant exactement la même espèce, mais dont on connaît la concentration. Donc on peut faire d'abord, dans un premier temps, une première approximation et donner un intervalle pour la concentration. Mais on va voir maintenant donc plus précisément comment déterminer vraiment sa concentration. Premier type de dosage, nous allons voir donc le dosage spectrophotométrique. Alors, ce type de dosage, on va pouvoir le réaliser uniquement pour une espèce colorée. Donc, nous allons commencer dans un premier temps par tracer le spectre donc, de cette substance colorée et on va prendre pour une meilleure précision des mesures la longueur d'onde pour laquelle l'absorbance est maximale. Donc ensuite, on va réaliser donc une gamme étalon, c'est-à-dire des solutions dont on connaît, contenant la même espèce et dont on connaît la concentration. On va reporter cette absorbance, mesurer l'absorbance donc pour chacune de ces solutions et les reporter sur un graphique donc en traçant l'absorbance en fonction de la concentration. Donc on va avoir de cette façon-là plusieurs points et qui forment donc une droite qui passe par l'origine. Donc on reconnaît ici une relation de proportionnalité entre l'absorbance et la concentration que vous connaissez, qui est donc la loi de Berlambert. Donc cette droite, c'est ce qu'on appelle la courbe d'étalonnage. Et donc ici, on voit bien que l'absorbance est proportionnelle à la concentration. Et c'est ce qu'on a vu l'année dernière, c'est la loi de Berlambert. Donc maintenant, pour notre solution dont on ne connaît pas la concentration, ben, c'est relativement simple. On va mesurer l'absorbance de cette solution. Et puis grâce à la courbe d'étalonnage qu'on va reporter sur le graphique, cette absorbance qu'on va reporter sur le graphique, on va pouvoir déterminer donc la concentration de la solution. Donc voilà, on vient de réaliser donc un dosage par étalonnage, un dosage spectrophotométrique. Si la solution dont on veut déterminer la concentration n'est pas colorée, donc on ne pourra pas faire de dosage spectrophotométrique. Par contre, si cette solution contient des espèces ioniques, on va pouvoir réaliser ce qu'on appelle un dosage conductimétrique. Alors le principe, il est exactement le même. On va réaliser une gamme étalon avec donc, plusieurs solutions dont on connaît la concentration. Et on va mesurer cette fois donc la conductivité de chacune des solutions. Et comme tout à l'heure, on va placer sur un graphique la conductivité de chacune des solutions en fonction de la concentration. Et on va obtenir notre courbe d'étalonnage comme tout à l'heure. Et ensuite, on va mesurer donc la conductivité de la solution dont on ne connaît pas la concentration. On reporte cette conductivité sur notre courbe d'étalonnage et on va pouvoir ainsi déterminer donc la concentration de la solution. Donc vous voyez le principe, il est exactement le même que précédemment, sauf que
au lieu de mesurer l'absorbance de la solution, cette fois on va mesurer donc la conductivité de la solution. Alors vous pouvez remarquer que lorsqu'on trace la conductivité en fonction de la concentration, on a là une droite qui passe par l'origine, donc on a une relation de proportionnalité entre la conductivité de la solution et de la concentration. Donc pour en apprendre un peu plus sur cette relation de proportionnalité, eh bien, on va aller voir un peu plus loin, voir ce qu'est donc la conductivité d'une solution. Quand on mélange une espèce ionique avec de l'eau, par exemple ici du sel, eh ben, on va avoir donc la dissociation donc, de ces cristaux de sel et on va libérer donc les ions dans la solution. Donc ici, des ions Na+ et des ions Cl-. Et ces ions Na+ et ces ions Cl-, ce sont eux qui sont responsables donc, du passage du courant dans une solution. Donc vous avez dû voir au collège que le courant électrique dans un métal, eh ben, c'était un déplacement des électrons libres dans le métal, et dans une solution, c'est un déplacement des ions. Donc, qu'est-ce qu'on va pouvoir mesurer par rapport à cette solution? Ben, on va pouvoir mesurer donc la tension et l'intensité. Donc, c'est ce qu'on appelle la loi d'Ohm, vous l'avez déjà vu, U égale RI. Et donc, on va pouvoir en déterminer la résistance de cette solution. Alors, si on prend l'inverse de la résistance, c'est ce qu'on appelle donc la conductance. Et cette conductance, elle se mesure donc en siemens. La conductance est donc la capacité à laisser passer le courant donc, pour la solution. Alors, de quoi va dépendre cette conductance? Eh bien, elle va dépendre donc de la solution elle-même et donc ce qu'on va appeler de la conductivité de la solution qu'on va appeler sigma. Et puis ça va dépendre aussi donc de l'appareil de mesure que l'on a utilisé et notamment donc des électrodes qui sont plongées dans la solution, de la surface de ces électrodes et de la distance entre ces électrodes. Mais bon, donc ça, ce n'est pas au programme, donc on peut passer. On va s'intéresser maintenant à la conductivité de la solution. Effectivement, en fonction des ions qu'il y a dans la solution, la conductivité de la solution ne sera pas la même. Donc, si on regarde dans notre solution, qu'est-ce qu'on va avoir? Donc, on a des ions Na+, donc chaque ion, en fait, a une capacité à conduire le courant qui est différente. Et c'est ce qu'on va appeler donc la conductivité molaire ionique pour chacun des ions. Donc, ça dépend de l'ion Na+, et puis ça dépend aussi donc de sa quantité et donc de sa concentration. Donc, ça va dépendre des ions Na+, mais aussi des ions Cl- qui sont présents dans cette solution. Donc en fait, on peut généraliser pour n'importe quelle solution. La conductivité d'une solution est donnée par en fait la somme de la participation de la conductivité pour chacun des ions. Donc ça va être la somme des lambda pour l'ion, la conductivité molaire ionique de l'ion, fois la concentration de l'ion. Alors cette loi, c'est ce qu'on appelle donc la loi de Colrausch. Et donc j'ai dit tout à l'heure que le lambda est ce qu'on appelle la conductivité molaire ionique. Alors vous pouvez voir sur le tableau à côté, donc chaque ion a une conductivité molaire ionique qui est bien définie. Vous pouvez constater aussi que les ions H3O+ et les ions HO- ont des conductivités molaires ioniques qui sont relativement importantes. Hein. Dernière remarque sur cette loi de Colrausch, la concentration n'est pas en mol par litre, mais attention, en mol par mètre cube. Donc faites bien attention puisque ça peut être une source d'erreur, ça, dans les différents exercices. Hein. Lorsqu'on a fait notre dosage par étalonnage tout à l'heure, on a dit que la conductivité de la solution était proportionnelle à la concentration. Alors on va essayer de retrouver cette relation de proportionnalité. Si on exprime la conductivité de la solution de l'eau salée, par exemple, en fonction donc, des concentrations en ion Na+ et en ion Cl-, voilà comment elle s'écrit. Et on peut remarquer que lorsqu'on va libérer en fait un ion Na+, on va libérer aussi un ion Cl-.
Ce qui fait que la concentration, en fait, en ion Na+, sera exactement égale à la concentration en ion Cl-. Et ces concentrations seront aussi égales à la concentration en soluté apportée, donc en NaCl, en chlorure de sodium. Ce qui fait que ça va modifier un petit peu notre expression de la conductivité de la solution. Donc on va remplacer la concentration en Na+, et Cl- par C. Donc on peut factoriser, ce qui fait qu'on a bien, effectivement, notre relation de proportionnalité. Donc la conductivité de la solution est bien proportionnelle à la concentration en soluté apportée donc, pour notre solution. Dernier point de secours, nous allons parler de la dilution. Alors, pour diluer une solution, on va partir d'une solution de départ qu'on va appeler la solution mère, et on va prélever donc à l'aide d'une pipette jaugée une certaine quantité de cette solution. On va la verser ensuite dans une fiole jaugée. On va rajouter de l'eau jusqu'aux 3/4, on agite et ensuite on finit par compléter jusqu'au trait de jauge et on homogénéise la solution. Et on obtient donc ce qu'on appelle une solution fille. Voyons maintenant quelle quantité de solution mère il faut prélever pour réaliser notre dissolution. Pour bien comprendre le principe d'une dilution, il faut bien comprendre et avoir en tête que la quantité en fait de soluté que l'on a prélevée dans la solution mère, eh bien, ce sera exactement la même quantité de soluté qu'on va retrouver dans la solution fille. Alors, calculer la quantité de soluté qui a été prélevée dans la solution mère, ben, c'est relativement simple. En fait, c'est la concentration de la solution mère fois le volume qui a été prélevé. Et cette quantité N, c'est exactement la même que l'on va retrouver dans la solution phi. Donc ça sera aussi égal à la concentration de la solution phi fois le volume de la solution phi. Donc on peut écrire de façon générale que la concentration de la solution mère fois le volume prélevé de solution mère est égal à la concentration de la solution phi fois le volume de la solution phi. Une petite remarque, c'est que le volume de la solution fille, en fait, il est fixé par le volume de la fiole jaugée que l'on aura utilisée. On va prendre un exemple. On a une solution mère de concentration 0,1 mol par litre. On veut obtenir une solution fille de concentration de 0,01 mol par litre et le volume de la solution fille sera de 100 millilitres. Donc le volume de la fiole jaugée sera de 100 ml. Donc, pour calculer le volume de la solution, et donc on va déterminer le volume de la solution mère. Donc, pour calculer ce volume, eh bien, en fait, c'est la concentration de la solution phi fois le volume de la solution phi sur la concentration de la solution mère. Et on obtient ici donc un volume de 10 millilitres. Une chose importante donc à retenir lorsqu'on fait une dilution, c'est que la quantité de soluté reste la même. La quantité de soluté prélevée dans la solution mère sera exactement la même que dans la solution fille. Alors, on parle aussi de facteur de dilution. Donc, lorsqu'on va passer de la solution mère à la solution fille, on peut calculer le facteur de dilution, et pour cela, tout simplement, on va faire le rapport des concentrations. Donc, c'est la concentration de la solution mère sur la concentration de la solution fille. Donc, dans notre exemple, ici, le facteur de dilution est de 10. Donc, on va pouvoir déterminer facilement aussi le volume de solution mère à prélever, c'est le volume de la solution phi divisé par 10, et donc on retrouve bien nos 10 millilitres. Donc pour résumer cette partie sur la dilution, ce qu'il y a à retenir, c'est donc cette formule, le facteur de dilution qui est le rapport de la concentration mère sur la concentration phi, mais qui est aussi égal au volume de la solution phi sur le volume de la solution mère. Voilà, ce cours se termine et à bientôt.